le raisonnement ENMG devant une neuropathie traumatique en parlant un petit peu sur en fait comment faire un protocole, comment réfléchir, suivre le malade et puis aussi l'intérêt de l'ENMG dans le pronostic, etc. Enfin, on a choisi le thème de neuropathie traumatique parce qu'en fait, tous les collègues qui font le NMG sont bien d'accord que c'est une cause régulière de demande d'examen ENMG. Et l'idée était de pouvoir en fait maîtriser le sujet quand on a des malades qu'on reçoit pour ces raisons-là. Bien sûr, ce sont des traumatismes très variables, des accidents de travail, domestiques, accidents de la voie publique ou parfois chez certains sportifs. La majorité des traumatismes concernent les troncs nerveux des membres supérieurs, c'est 74%, avec des mécanismes très variables. En fait, il peut s'agir de traction, d'étirement de membres ou de plaies directes des nerfs avec section, ce sont ce qu'on voit le plus en ENMG. Parfois, plus rarement, des situations d'écrasement de membres ou traumatisme balistique. Bon, ça c'est assez exceptionnel chez nous, mais ça ne sera pas le cas dans d'autres contrées. Parfois quand même des brûlures, électrocutions et des atteintes chimiques. Bon, juste pour très très rapidement rappeler ce que vient de dire Youssef sur le mécanisme lésionnel, en fait il a bien expliqué les différents grades que l'on peut avoir de traumatisme avec une sévérité croissante. Dans la neurapraxie, c'est seulement en fait la gaine de myéline, alors que l'endonèvre est intact. Dans l'axonotmésis, grade 2, l'endonèvre est atteint. Grade 3, il y a aussi le périnèvre qui est touché. Dans le grade 4, il n'y a que la gaine ou l'extérieur du nerf qui est intact. Et en fait, ça ressemble un peu à un neurotraumatisme, sauf que la persistance de cette périnèvre, va permettre une espèce de tubule pour la repousse axonale mieux que dans un neurotmésis. Mais ça peut être aussi sévère qu'un neurotmésis. Bien sûr, le neurotmésis, c'est la section complète. Là, ça a été bien dit par Youssef tout à l'heure. La diapo est coupée sur les côtés, s'il vous plaît. La diapo est coupée de part et d'autre. Est-ce que vous pouvez ajuster? Merci. En fait, dès qu'on a des lésions de type axonotmésis ou neurotmésis, on a des lésions axonales et on va parler de dégénérescence valérienne et de régénérescence par la suite, avec bien sûr le cône de croissance, ça vient d'être vu, la vitesse de repousse qui sera de 1 mm par jour et les facteurs de régénération axonale, comme ça vient d'être dit, c'est la cellule de Schwann, c'est la matrice extracellulaire, et c'est les facteurs neurotrophiques qui sont extrêmement importants pour cette régénérescence axonale. Il y a des thymines, on va beaucoup parler de thymines parce que c'est très important dans le raisonnement ENMG. Et puis il y a la situation où ça peut aboutir à une repousse qui est tout à fait anarchique, qui ne réinnerve rien du tout, qui peut même aboutir à un névrome, qui peut poser un problème surtout de douleur chez le malade et qui peut nécessiter une intervention chirurgicale. On va commencer, comme tout examen ENMG, par l'évaluation clinique. Et vous avez vu que dans l'évaluation clinique, j'ai mis l'anatomie en rouge et en gras parce que c'est fondamental pour savoir ce qu'a le malade et qu'est-ce qu'on va chercher, quel protocole ENMG on va faire. On va se retrouver dans deux situations. Soit on est devant une lésion traumatique apparente, par exemple, c'est une plaie qui a peut-être été déjà suturée, et la localisation de la plaie va vous indiquer quels sont les troncs nerveux qui ont peut-être été touchés. À côté de la localisation, on va bien sûr analyser les déficits moteurs et sensitifs pour savoir quels troncs nerveux sont intéressés. Donc on va faire un diagnostic clinique des nerfs atteints, mais il faut savoir que parfois on peut tomber sur des atteintes infracliniques qu'on va trouver à l'examen ENMG qui n'étaient pas visibles cliniquement. Quand on a un traumatisme fermé, ce qui est aussi assez fréquent et c'est souvent le cas pour le plexus brachial, on va raisonner seulement avec le mécanisme du traumatisme. Ça peut aider
à dire quelles sont les parties qui sont touchées, mais surtout avec l'examen clinique, les déficits moteurs et sensitifs qu'on va avoir et qui peuvent nous indiquer quel tronc nerveux ou quelle partie du plexus brachial est atteint. Donc, ça va nous orienter vers le site de la lésion. Nous allons beaucoup répéter cela au cours de cette session. C'est qu'il faut toujours préciser le timing de l'examen ENMG par rapport au traumatisme. Vous allez voir que c'est fondamental, on va raisonner avec des situations différentes. Il faut, à partir de toutes ces données, établir un protocole d'examen ENMG le plus complet possible pour pouvoir arriver à un diagnostic précis. Il est également très important de savoir, quand on a une plaie qui a été suturée, est-ce qu'il y a eu exploration, est-ce que le chirurgien a suturé le nerf? Je le dis parce que vous recevez tous des demandes de NMG. Très souvent, on n'a pas d'informations. Le malade non plus ne sait pas. Alors que c'est important de savoir si le chirurgien a exploré, il a déjà trouvé une lésion, est-ce qu'il l'a suturé? Parce qu'à ce moment-là, normalement, devant une plaie ouverte, il doit toujours y avoir un bilan chirurgical pour vérifier s'il y a des lésions de nerfs, de vaisseaux, de tendons, de muscles avant le parage de la plaie. Tout ça va avoir des conséquences sur votre examen clinique et aussi, ça va vous indiquer peut-être un protocole de suivi pour le malade qui va être différent. On va le voir à la fin sur l'intérêt de l'ENMG dans le suivi. L'atteinte du membre supérieur est la plus fréquente, 74% des neuropathies traumatiques. Assez fréquemment, c'est le plexus brachial. On va voir après la particularité du plexus brachial. Suivi par les lésions au niveau de l'avant-bras. Et le bras va venir par la suite en termes de ce qu'on voit en fait au service et ce que vous voyez certainement vous aussi si vous faites de l'ENMG. Et selon la localisation de la lésion, vous allez dire c'est tel tronc qui est touché, bien sûr, à côté des déficits cliniques que vous allez trouver. Au membre inférieur, c'est souvent le tronc du grand sciatique qui est concerné. Un peu aussi le nerf péronnier parce qu'il est très exposé. Un peu moins le nerf tibial. Moins le nerf fémoral. Parfois le saphène interne, mais la branche superficielle, le péronnier superficiel est aussi assez fréquemment concerné par des traumatismes au niveau de la jambe. Toujours dans l'évaluation clinique, on garde à l'esprit qu'on peut avoir plusieurs localisations. Le malade peut avoir des traumatismes multiples, des lésions multiples, donc il faut les garder en tête dans ce qu'on va trouver. Et puis aussi, on verra un exemple clinique tout à l'heure, c'est qu'il faut identifier les lésions musculo-tendineuses qu'a pu avoir le malade. Juste pour rappel, on peut avoir une rupture tendineuse comme ici dans la coiffe des rotateurs, et bien ça va vous donner un déficit de l'abduction. Ce n'est pas pour autant qu'il y a une lésion nerveuse. Donc il faut garder à l'esprit cela. Et puis les muscles aussi peuvent être concernés par des traumatismes, élongations, rupture qui peut être partielle ou complète. Et un muscle qui a une lésion de rupture va être non fonctionnel et vous allez avoir un déficit de ce muscle-là. Et c'est important de garder en tête que pas tous les déficits sont d'origine neurologique ou d'atteinte de tronc nerveux. Nous passons au protocole de l'examen ENMG. Donc, comme on vient de le dire, c'est orienté par le site lésionnel et les déficits cliniques. On va étudier la conduction nerveuse, motrice et sensitive des nerfs atteints, mais aussi des nerfs à côté, adjacents. Et puis j'ai mis en rouge l'intérêt, dès que l'anatomie, le site anatomique nous le permet, il faut toujours stimuler en sous-lésionnel et en sus-lésionnel. Ça veut dire qu'il faut examiner le nerf à travers la lésion qu'on a identifiée. Vous allez voir que c'est très important, sauf si on a une contrainte anatomique, on verra ça. Et on fera aussi un recueil moteur sur des muscles aussi bien distaux que proximaux sous la lésion. Parce que je peux, vous allez voir, ne pas avoir de réponse sur un muscle distal, mais avoir une réponse sur un muscle proximal sous la lésion qui indique qu'il y a continuité du nerf. Donc, pour ne pas conclure, en fait, à, par exemple, la neurotmésis, alors que ce n'est pas le cas. On fera aussi la même chose pour le MG à l'aiguille, un examen des muscles distaux et proximaux qui sont sous-lésionnels.
et quelques autres muscles adjacents et au-dessus de la lésion. Et on a souvent besoin de comparer avec le côté contralatéral pour certains éléments de conduction nerveuse, motrice et sensitive. Ce que je viens de dire, je l'ai représenté avec un schéma. Donc là, vous avez la lésion. Donc si l'anatomie de la lésion me le permet, je fais une stimulation sous-lésionnelle et sus-lésionnelle. Donc là, c'est pour l'examen sensitif. Là, pour l'examen moteur, j'examine un muscle distal, mais aussi, si je peux, un muscle proximal sous-lésionnel. Et la même chose pour l'EMG à l'aiguille. Donc on garde à l'esprit ce protocole-là, mais qu'on va adapter selon la localisation anatomique de la lésion. Un exemple, j'ai une plaie au niveau ici, au niveau du bord interne, de la face antéro-interne de l'avant-bras. Je suis pile sur le trajet du nerf médian. Donc on va se dire, d'ailleurs le malade cliniquement a un déficit du nerf médian. Donc on va focaliser sur le nerf médian. Comme je suis ici, j'ai la possibilité de recueillir sur un muscle distal, le corps abducteur du pouce, et sur un muscle proximal qui sera le muscle grand palmaire. Donc il faut coupler les deux, c'est très utile. Et comme j'ai une lésion ici, donc déjà je ferai le nerf sensitif médian, stimulation des doigts, recueil poignet, mais je peux aussi faire un potentiel mix de nerfs qui me permet de regarder une partie encore plus proximale sous-lésionnelle. Et je vais aussi, en détection, faire la même chose, un muscle distal et un muscle proximal sous-lésionnel. Et quand on a des lésions comme ça assez hautes, en stimulation sus-lésionnelle, je vais donc stimuler le nerf médian ici, au niveau du coude, mais je vais passer au niveau axillaire pour avoir une stimulation au-dessus de la lésion et examiner à travers la lésion. Et je peux m'aider aussi des réponses tardives, des ondes F, et peut-être aussi pour le cas du nerf médian du réflexe H sur le palmaire, pour avoir en fait un paramètre qui m'examine une partie proximale de nerf. Importance du timing de l'examen ENMG par rapport au traumatisme. Quand on a, là c'est l'exemple d'une section de nerf. Quand j'ai une section de nerf, le segment qui est sous-lésionnel va rester excitable jusqu'au 5e jour. D'accord? Donc je vais avoir des réponses sensitives et motrices qui vont être normales sous-lésionnelles. Donc il ne faut pas à ce moment-là, à ce timing-là, conclure très vite à une neurapraxie, parce qu'il se peut que ça soit même un neurotmésis. D'accord? Donc je peux ne pas avoir de stimulation à la réponse au-dessus de la lésion parce que je suis sur une section totale de nerfs. Dès que vous avez le traumatisme du nerf, ça va retentir sur tout ce qui est contraction volontaire dès le traumatisme. D'accord? Ok? Donc je peux ne pas avoir d'activité volontaire dans le muscle que je vais examiner. Je suis toujours à J5, mais à partir de J0 parce que la contraction volontaire ne peut pas être faite sur le muscle en question. Et les signes de dénervation active ne commencent qu'entre le 8e et le 14e jour. Donc c'est là où je vais pouvoir les trouver. C'est pour ça qu'en général on dit, quand on a une atteinte traumatique de nerf, il faut attendre la 3e semaine pour trouver s'il y a des signes de dénervation active et dire s'il y a ou non une atteinte axonale. C'est pour ça que le timing est très important parce que ce processus de dégénérescence a son temps à suivre dont on doit obligatoirement tenir compte dans le raisonnement. On est toujours dans cette importance de timing. Donc entre J0 et J5, distal à la lésion, je vais avoir une conduction nerveuse qui est normale, que ce soit une neurapraxie, un axonotmésis ou un neurotmésis. Donc si à ce moment-là, vous avez une réponse normale, ne dites pas que c'est une neurapraxie. D'accord? On ne peut pas conclure. La seule chose qui peut vous permettre de conclure à une neurapraxie, c'est quand vous stimulez au-dessus de la lésion, vous trouvez un bloc de conduction. Pour les autres situations, soit vous n'avez pas de réponse, soit l'amplitude est basse. Il n'y aura pas bien sûr de signe de dénervation active. Il faut attendre le 8e jour pour les parties les plus proximales. Et le recrutement à l'effort va être soit réduit ou absent
parce qu'il y a une souffrance des nerfs et donc je peux ne pas avoir de contraction qui soit possible sur les nerfs. Donc à ce timing-là, c'est difficile de conclure. La seule chose qu'on peut dire, c'est si on a un bloc de conduction évident, on peut dire que s'il y a une forte suspicion d'une neurapraxie. Quand je suis entre le 5e jour et la 3e semaine, je suis dans la période de dégénérescence. Je peux déjà, quand il y a une neurapraxie, avoir une réduction du bloc de conduction et je peux commencer à avoir quelques signes d'amélioration en termes de contraction musculaire pour la neurapraxie. Par contre, les choses vont se préciser. Pour l'axonotmésis, je vais avoir les signes de dénervation qui apparaissent. Et pour le neurotmésis, la dénervation avec toujours aucune réponse en distal, aucun mouvement possible, etc. Et si j'examine le malade au-delà du 21e jour, là, on peut vraiment avoir une idée complète des lésions qu'a le patient. Je vais déjà, en cas de neurapraxie, avoir une amélioration qui est évidente, donc ça va me confirmer qu'il s'agit d'une neurapraxie. En cas d'axonotmésis, je peux avoir, soit selon la sévérité d'axonotmésis, je peux déjà commencer à avoir une réinnervation sur les muscles proximaux, c'est possible, hein, des signes de réinnervation débutant sur les muscles les plus proximaux, parce que c'est les segments les plus courts, hein, rappelez-vous 1 mm par jour, ou bien je peux avoir une persistance des anomalies avec la dénervation qui persiste si j'ai un axonotmésis sévère. Bien sûr, en cas de neurotmésis, il n'y aura rien. On aura toujours de la dénervation, aucune réponse, etc. D'accord ? Au-delà de 3 mois, si vous voyez le malade au-delà de 3 mois, c'est pour juger de l'amélioration si vous avez eu la possibilité de l'examiner avant. Mais il arrive qu'on reçoive les malades pour la première fois au-delà de 3 mois. Donc on va déjà avoir une idée du pronostic. Au-delà de 3 mois, neurapraxie, tout à récupérer. L'axonotmésis, selon sa sévérité, je peux avoir une récupération avec des amplitudes qui peuvent rester basses avec des signes de réinnervation. Neurotmésis, bien sûr, aucune récupération. Et pour juger de la réinnervation, donc en fait, ce sont au niveau de l'EMG de détection des petits potentiels polyphasiques qui indiquent une réinnervation qui peut se faire soit parce qu'on a eu la repousse axonale qui s'est fait à partir du nerf lésé vers le muscle correspondant, mais on peut aussi l'avoir quand on a une réinnervation à partir d'autres nerfs ou d'autres unités motrices qui sont intactes et qui ont réinnervé le nerf. Donc il faut juste savoir les identifier et c'est en général corrélé à une amélioration plus ou moins importante selon la sévérité de l'axonotmésis qu'on avait. Bien sûr, à neurotmésis, aucune amélioration, indiquant un mauvais pronostic. Et là, c'est un malade qui aurait pu être exploré avant 3 mois et opéré avant 3 mois. On va voir les timings après. On va illustrer par un cas d'une patiente âgée de 25 ans. Je vais vous demander de réfléchir avec moi pour mettre en pratique ce que je viens de voir en espérant que ça a été clair. Donc c'est Safa âgée de 25 ans, c'est une patiente qui avait une luxation congénitale de hanche qui a été négligée, donc c'est à l'âge de 25 ans que les traumatologues lui ont proposé une prothèse totale de hanche parce qu'elle a eu de l'arthrose, c'était très douloureux. Les luxations congénitales de hanche, quand elles sont négligées, elles deviennent extrêmement douloureuses quand l'enfant grandit. Et donc, elle a eu sa prothèse totale de hanche en septembre 2022. Et en post-opératoire immédiat, elle a un déficit de la distale du membre inférieur, dorsiflexion à 0/5, flexion plantaire à 4/5. Tous les réflexes étaient présents et un déficit sensitif dans le territoire du nerf péronnier gauche. Alors, quel est pour vous le site lésionnel ? Vous avez la chirurgie, ça c'est le mécanisme du traumatisme. Vous avez les déficits pour dire où ça se passe. Oui. Péronnier au col. Est-ce que vous pouvez évoquer d'autres atteintes possibles? Nerf grand sciatique. Donc je vous ai fait des propositions
Est-ce que le péroné, on peut l'exclure? On a un déficit de la flexion plantaire. Donc, on peut l'exclure. Donc, on va garder plus le nerf grand sciatique. Pourquoi? Parce qu'on a une chirurgie de la hanche et le nerf grand sciatique est exposé dans les chirurgies de la hanche, dans les traumatismes du bassin, traumatisme de la hanche. Donc, on va garder le nerf grand sciatique. On peut se dire, est-ce qu'elle a fait une atteinte radiculaire L5-S1? C'est possible, hein. Donc, c'est vrai, vous allez me dire les réflexes, etc. Vous allez voir la suite. Alors, je vous montre, je vais commenter rapidement son EMG. On a un recueil péronnier sur P2 très bas, très bas. Amplitude effondrée. Sur le tibial antérieur, amplitude effondrée. Vous avez vu, on a fait un muscle distal, un muscle proximal. On a appliqué ce qu'on a vu tout à l'heure. Son tibial du même côté, il est à 11, de l'autre côté, il est à 14,8, il semble normal. Donc voilà, je vous montre les images des moteurs qu'on vient de voir. Ben, je n'ai que le péroné qui n'est pas bon du tout. J'ai un sensitif péroné superficiel qui est aboli et j'ai des sureaux qui sont tout à fait symétriques, normaux. Alors, c'est un péroné au col? Alors, qu'est-ce que je fais pour le vérifier? Faut compléter par quoi? Et par un autre test, réflexe H. Alors, son réflexe H est aboli et la détection montre aucune activité volontaire dans le jambier. Pas le je suis sur un muscle proximal, aucune activité volontaire, le jumeau était normal et on a piqué la courte portion du biceps fémoral avec déjà une petite croix, on est à J+13. On est sur un muscle qui est proximal, donc la dénervation va y arriver en premier avant d'arriver, les signes de dénervation avant d'arriver sur un muscle distal. D'accord? Donc on a notre diagnostic, n'est-ce pas? C'est un axonotmésis partiel. On n'a pas une section totale. Pourquoi? Parce qu'on a un tibial qui est normal. Qui paraît normal, d'accord? Et on a même un péroné dans lequel on a des choses qui passent. Donc il est partiel et il prédomine sur le contingent des fibres destinées au péroné, c'est ce que tu as dit, parce que c'est souvent le cas pour le nerf grand sciatique. Les contingents de fibres destinées au péroné sont les plus externes et sont toujours les plus exposés au traumatisme. Donc voilà, quand on fait un protocole complet, on peut arriver à préciser ce qui se passe. Je vais, alors, qu'est-ce que vous allez faire pour cette malade? On l'a examinée à J13. Le chirurgien, le traumatologue, bon, j'étais en contact avec lui. Il m'a dit, voilà, qu'est-ce qu'on propose au traumatologue? De contrôler, parce qu'on est à J13, on n'a pas encore fait le bilan complet des lésions, qu'on ne sait pas quelle est la sévérité réelle. Donc ça, c'était la première colonne, c'était son premier examen, J+13. On avait cette axonotmésis. Regardez, à J+28, au-delà à la 4e semaine, elle a aggravé la diminution des amplitudes pour la simple raison que la dégénérescence est arrivée au muscle 10. D'accord? Elle a un peu diminué son amplitude de tibial, mais elle reste pas mal. Toujours, bien sûr, aboli. Le sural est resté normal. Bon, on ne l'a pas fait ici. Et le jambier, on a de l'activité spontanée, qui est là. Le jumeau médian également. Il y a une petite croix d'activité spontanée. Donc, son tibial n'était pas vraiment épargné, sauf que ce n'était pas visible sur le premier examen. Donc, on a conclu, bien sûr, un axonotmésis partiel, mais sévère, du nerf grand sciatique. Je pense qu'elle a une imagerie, mais parce que tu as parlé d'imagerie, mais je n'ai pas pu la voir. Mais le traumatologue a préféré, comme c'était partiel, qu'on a des fibres qui passent, c'est une attitude qui est valable, c'est attendre avec la rééducation, est-ce qu'elle va réinnerver. Donc voilà, à 13 mois, elle a récupéré un peu d'amplitude aussi bien sur le P2 que sur le jambier. Elle a amélioré son tibial. Vous voyez, donc le 11 était quand même diminué, même si on l'avait considéré comme normal. Elle garde de l'activité de repos,
Mais on a quand même des signes de réinnervation. Voilà son EMG. Elle a beaucoup d'activités de repos dans le muscle jambier antérieur, mais on a retrouvé un tracé avec des potentiels de réinnervation. Donc, elle a fait une réinnervation, mais on est déjà à 1 an, mais c'est une réinnervation qui n'est pas complète. Elle a été efficace parce qu'elle a récupéré 2/5 sur les releveurs qui étaient à 0, les fléchisseurs à 4/5. Donc, c'est une patiente qui probablement gardera des séquelles. Si je me souviens bien, je pense que le traumatologue a peut-être proposé de voir s'il peut faire quelque chose pour le nerf sciatique, et je pense qu'elle n'a pas accepté d'être réopérée. Je pense que tu confirmes parce que tu étais avec moi. Donc, elle ne voulait pas être réopérée. Elle a préféré continuer la rééducation et peut-être porter un... Donc, ça illustre très bien cette notion de tenir compte du timing et le fait du suivi pour pouvoir, et puis de discuter avec le chirurgien. Très rapidement, on va raisonner sur les petits schémas de tout à l'heure avec des situations de timing. J'examine ce malade à J7 avec une lésion, voilà. Donc sur le muscle distal, la réponse sensitive est normale. Sur le muscle distal, j'ai une amplitude distale qui est normale. J'ai une amplitude suslésionnelle qui est diminuée. Pas de PUM, pas d'activité volontaire et pas d'activité spontanée. Sur un muscle proximal, j'ai la même chose, avec même un bloc de conduction encore plus important. Pareil. Et donc là, qu'est-ce que vous allez retenir? Rapidement. Est-ce qu'on peut retenir une neuropraxie de façon formelle? Peut-être. Est-ce que ça peut être un axonotmésis? Très bien. Est-ce que c'est un neurotmésis? Bien. C'est pas un neurotmésis parce qu'on a des réponses qui indiquent la continuité du nerf. Neurapraxie possible, axonotmésis possible, mais on peut pas. On doit avoir les signes de dénervation active pour dire que c'est un axonotmésis. On contrôle ce malade à J+23. Premier cas de figure, j'ai toujours mes réponses, je n'ai toujours pas d'activité, j'ai même celle-ci qui a commencé à s'améliorer. Ça vous confirme quoi? Neurapraxie, et on élimine l'axonotmésis. Alors, deuxième cas de figure, je contrôle à J+23. Ça a diminué en distal, j'ai de l'activité de repos. Ça a diminué sur le muscle proximal avec là aussi de l'activité de repos. C'est facile. Axonotmésis partielle, c'est certainement pas une neurapraxie. J+23, c'est la dégénérescence. Voilà. Alors, ce deuxième cas de figure, si je le contrôle à 3 mois, celui qui a l'axonotmésis. Donc, je trouve à 3 mois qu'il a toujours des amplitudes réponse abolies sur le muscle distal, toujours. Il y a quelques pumes de réinnervation avec beaucoup d'activité de repos. J'ai une petite amélioration sur le muscle proximal sous-lésionnel, toujours de l'activité de repos. J'ai des potentiels de réinnervation. Donc, c'est un axonotmésis qui a commencé à récupérer. Avec un début de récupération, là, c'est des situations où le chirurgien dit « je n'interviens pas, je vais donner au malade ses chances de récupérer encore, c'est possible qu'il récupère plus ». C'est peut-être un grade 2 ou un grade 3, possible aussi. Voilà. Ce même cas de figure, si on continue à avoir pas de réponse, pas de PUM, activité de repos très riche à J+3 mois, on est dans le malade avec axonotmésis. Hein. C'est un grade 4, bien sûr, c'est un grade 4 qui est sévère. Alors pourquoi j'ai mis neurotmésis possible? Parce que malheureusement, il arrive qu'on voit le malade pour la première fois au-delà de 3 mois. Et si on a ça, ben on peut dire c'est soit un axonotmésis sévère, soit un neurotmésis, et le chirurgien, l'imagerie devient fondamentale et l'intervention chirurgicale devient très importante. Si c'était un neurotmésis, le chirurgien devrait intervenir avant. D'accord? Bien sûr.
il y a toujours la clinique. Oui, oui, on va discuter après. Alors, j'ai juste mis, parce que là, j'ai mis un schéma, c'est très schématique, c'est les situations, voilà, mais on va s'adapter aux situations anatomiques des lésions. Je peux ne pas avoir un muscle distal et un muscle proximal. On va fonctionner avec le seul muscle qu'on va examiner. Je peux ne pas avoir accès à une stimulation au-dessus de la lésion. C'est le cas du plexus brachial. Donc, je vais fonctionner avec la stimulation sous-lésionnelle et on va s'intéresser aux réponses tardives qui vont forcément passer par la région lésionnelle. Donc, elles vont avoir leur importance dans le raisonnement. C'était le cas de la malade avec son réflexe H. D'accord? Je peux avoir une atteinte purement motrice qui peut ne pas être accessible à la stimulation sous-lésionnelle, la même chose, et je peux avoir une atteinte purement sensitive qui peut non plus ne pas avoir accès à la stimulation au-dessus de la lésion. Donc on va s'adapter aux situations anatomiques des lésions pour pouvoir raisonner. L'intérêt de l'ENMG pour le pronostic et pour la décision chirurgicale et le suivi, c'est surtout dans les situations de diagnostic de neurotmésis, axonotmésis sévère. Dans ces cas-là, si on diagnostique ça, l'exploration chirurgicale est conseillée, surtout dans l'axonotmésis sévère, si on n'a pas d'amélioration entre 4 et 8 semaines. C'est le meilleur timing de la chirurgie pour avoir un bon résultat. Ça a été bien démontré que la réparation chirurgicale précoce est bien corrélée à un meilleur pronostic de récupération. Et si le malade a eu une réparation de nerfs, que ce soit suture, greffe, comme l'a montré Youssef, on fera des examens ENMG. Au minimum, il faut attendre 8 semaines après la chirurgie. Avant, ce n'est pas informatif, mais à partir de la 8e semaine, on peut en fait avoir des informations utiles à donner aux chirurgiens et puis commencer à voir les malades à 3 mois, 6 mois et 1 an. Les signes de récupération, c'est bien sûr l'amélioration clinique, comme tu l'as précisé. Sur le plan ENMG, on va chercher, comme tout à l'heure, l'amélioration des amplitudes motrices et sensitives sous-lésionnelles, l'apparition de réponses qui étaient abolies, la diminution, la régression des signes de dénervation active, qui est un très bon signe de réinnervation efficace, l'apparition de potentiel de réinnervation, comme on l'a vu, et puis les tracés d'efforts qui comportent plus de PUM. Il était pauvre, il s'est enrichi, donc il y a eu réinnervation. D'accord? C'est sur ces éléments-là. Donc c'est toujours utile d'avoir un examen de référence chez le malade pour comparer. Mais il arrive qu'on n'ait pas d'examen de référence et on ne peut pas être aussi précis quand ce n'est pas le cas. Bon, je passe sur ça. Youssef a déjà montré les techniques chirurgicales de suture de nerfs ou de greffe. Donc là, je passe parce que je pense que j'ai... voilà. Le cas particulier du plexus brachial, c'est que la technique, le mécanisme du traumatisme peut entraîner certaines lésions et pas d'autres. Et dans le plexus brachial, on peut avoir des lésions qui sont post-ganglionnaires, qui peuvent être de type étirement ou parfois juste neurapraxie ou section, mais on peut avoir des avulsions radiculaires et chez le même malade, on peut avoir l'association de toutes les lésions. C'est possible. Donc, la meilleure façon de s'en sortir dans le plexus brachial, c'est faire un protocole complet d'examen du plexus brachial pour faire la synthèse de ce que vous allez trouver et faire vos hypothèses sur le type de lésion qu'a le malade. Et le bilan complet est précis à partir de la 3e semaine. C'est en général une règle pour toutes les lésions. À partir de la 3e semaine, vous avez une idée précise de ce qui se passe. Et à partir du 3e mois, on peut faire un bilan des récupérations. Donc voilà pour le plexus brachial. Les atteintes supraclaviculaires sont les plus fréquentes, souvent préganglionnaires ou bien aussi des trompes primaires. Et puis le plus souvent, c'est des accidents de moto qui peuvent associer des atteintes tronculaires aussi. Il n'y a pas que le plexus brachial. Donc on fait le bilan et on essaie de faire la synthèse. On verra avec le cas clinique. Bon, je passe sur les indications chirurgicales du plexus brachial. Quand il y a une lésion ouverte, c'est conseillé en fait de
d'explorer de façon immédiate, et je pense que Leïla parlera de ça avec, l'imagerie. Dans les techniques chirurgicales des atteintes du plexus brachial, quand on vise des traitements palliatifs, on va hiérarchiser les fonctions à récupérer en premier. Donc, on récupère en premier la flexion du coude comme fonction fondamentale du membre supérieur. Ensuite, l'abduction et la stabilité de l'épaule. Ensuite, on passe à la main et aux doigts, etc. Donc, c'est un peu le processus qui est utilisé pour opérer le plexus brachial. Et justement, voici un exemple d'innervation du biceps par neurotisation à partir de nerfs intercostaux. Et on va innerver le biceps pour récupérer la flexion du plexus brachial. Ça se fait aussi bien pour les plexus brachial obstétricaux. Donc les messages, j'espère que j'ai bien démontré l'intérêt de l'ENMG dans le diagnostic du type de lésion, le pronostic et le suivi. Si on fait une bonne évaluation clinique, on va faire un bon protocole d'examen et on peut avoir un meilleur raisonnement pour faire le diagnostic le plus précis possible. Bien sûr que ça sera complété par l'imagerie que va traiter Leïla juste après moi, qui est très souvent nécessaire. Et tous ces éléments-là vont être nécessaires aux chirurgiens dans les prises de décision quand il n'y a pas de plaie ouverte avec une lésion évidente de tronc nerveux. Et du coup, il y a une importance très grande de la communication entre le chirurgien, le NMGiste et le radiologue échographiste. Merci pour votre attention.